Donc, merci et bienvenue à notre atelier « Savoir intégrer la science de la littératie dans la salle de classe, simplement, doucement, progressivement ». Et moi, c'est Alexandrie, je suis psychologue. J'ai de longs cheveux bruns aux yeux pâles et un chandail en tricot de la même couleur que mes yeux. Et moi, c'est Michel. Je suis vêtue d'un manteau de jeans, d'un chandail bleu royal et d'un foulard turquoise et orangé. Nous portons toutes deux des lunettes. Et puis, nous vous présenterons 10 mythes et des solutions pour intégrer la science à votre pédagogie dès aujourd'hui. Alors, vous faites du mieux que vous ne le pouvez jusqu'à ce que vous soyez mieux renseigné. Et lorsque vous en aurez appris davantage, vous pourrez mieux faire. Nous vous invitons dans le clavardoir à nous partager peut-être les secrets que vous venez d'apprendre au courant des deux dernières journées, ou puis des éléments que vous sentez que vous allez pouvoir intégrer à votre pédagogie, ou des éléments qui vous ont peut-être surpris parce que ça contredisait peut-être un peu ce à quoi vous êtes habitué de faire. On peut nous trouver sur les réseaux sociaux. Et puis, on a des codes QR qui sont au bas de l'écran si vous voulez les baliser pour adhérer soit à des groupes ou accéder à la chaîne YouTube d'Alexandrie. Donc, comme Maya Angelou le dit si merveilleusement bien, ce que je viens de lire, nous vous invitons à nous faire part des connaissances acquises qui vous permettront de faire au mieux pour l'élève. Mythe numéro 10. La science de la lecture est un programme, un produit ou un type d'intervention. C'est le consensus émergent de nombreuses disciplines connexes basées sur des milliers d'études menées dans le monde entier et dans de nombreuses langues. Ces études servent à nous renseigner sur ce qui ne va pas lorsque les élèves n'apprennent pas et sur le type d'enseignement le plus susceptible de fonctionner le mieux pour la plupart des élèves. Mythe numéro 9. Tout enfant qui peine à lire doit avoir un trouble d'apprentissage en lecture. Lorsque plusieurs élèves du groupe peinent à lire lors d'une activité qui cible le groupe en entier, il est rare qu'il s'agisse d'un trouble neurologique, soit un qui résiste à l'intervention. Des comportements tels que le fait de sauter des mots, avoir du mal à décoder des mots ou deviner à partir d'images, ou même à partir du début du mot, peuvent être également provoqués par des stratégies d'enseignement inefficaces ou directement nuisibles à l'apprentissage. En réalité, un enseignement explicite, systématique, progressif et structuré n'est pas réservé à l'intervention dispensée au niveau 3. Lorsque l'enseignement dispensé au niveau 1 n'intègre pas les pratiques fondées sur des preuves, cela peut expliquer la raison pour laquelle les centres de soutien débordent d'élèves. Si tous ces élèves ont besoin d'une intervention, c'est davantage lié à un enseignement peut-être inefficace qu'à un trouble d'apprentissage. Mythe numéro 8. Il est stratégique de mémoriser les mots fréquents lorsque les élèves éprouvent des difficultés importantes en lecture. En réalité, si nous devions apprendre à lire tous les mots individuellement en les mémorisant, on mettrait plus de 100 ans à y arriver, à un rythme de 5 mots par jour. Voilà pourquoi il faut enseigner les stratégies pour déchiffrer le code et nos connaissances antérieures pour accéder au sens des mots. Autant pour les mots fréquents ou irréguliers, il faut enseigner le code car il n'y a pas d'endroit spécifique dans le cerveau désigné pour la lecture. Plusieurs parties du cerveau doivent travailler ensemble pour que nous puissions lire. Notre cortex visuel que nous activons lorsque nous mémorisons des lettres n'est qu'une de ces parties. Nous avons l'impression de lire d'un seul coup, mais en réalité, le cerveau traite chacun des graphèmes. Le seul moment que la mémorisation d'une forme est utile est sur la forme des lettres et non des mots. Toutefois, la difficulté en décodage réside dans l'association des sons aux lettres et aux combinaisons de lettres variées dont plusieurs dépendent de règles orthographiques et de contexte. Pour l'élève plus jeune, l'alphabet mnémonique intégré peut aider l'élève à mémoriser la forme de la lettre si 1.
on a une cible différente pour la classe majuscule ou minuscule. 2, le mot cible débute avec le son le plus commun que fait la lettre. Et 3, lorsque le symbole est transparent. Il ne faut pas deviner ou être obligé de lire une histoire pour savoir à quoi la lettre fait référence. Aucun mot fréquent ne doit être mémorisé. Ils doivent être mappés orthographiquement, même monsieur et femme. Cela signifie que la formation de liens entre les lettres et les sons qu'elles font permet de stocker l'orthographe, la prononciation et la signification de ces mots. Vous pouvez télécharger des activités qui faciliteront le mapping orthographique dont les liens figurent dans vos diapos. Vous pouvez également trouver de courtes démonstrations visuelles de ces activités sur la chaîne YouTube Alex, votre psychologue scolaire. Mythe numéro 7. Les élèves plus âgés doivent passer du temps sur les compétences déjà maîtrisées, en suivant un système de leçons prescrites et organisées de manière très séquentielle. Il n'y a aucune façon de prévoir l'organisation de manière à respecter ce que chaque élève devra apprendre en suivant un seul programme. Ce n'est pas en faisant faire plus d'exercices de décodage de base ou de syllabation comme des pape-pi-popu que l'élève plus âgé retiendra enfin ce qui est enseigné une fois pour toutes, comme par magie. Très souvent, ces élèves plus vieux, même ceux qui éprouvent de grandes difficultés à lire ou à écrire, ont maîtrisé le principe alphabétique. Mais cela ne suffit pas pour qu'ils puissent bien orthographier. Il faut un enseignement des règles fondées sur ce que l'élève aura déjà acquis. Soumettre des élèves plus vieux à des exercices de syllabation sous-entend qu'ils n'ont pas été suffisamment attentifs lors de l'enseignement reçu plus jeune. Ce type d'exercice répétitif ne valorise pas leurs efforts et ne reconnaît pas ce qu'ils savent faire, ce qui les placera en situation de sous-stimulation intellectuelle lorsqu'ils sont appelés à tout refaire ce qu'ils savent déjà faire. À ce stade, il faut faire remplir les trous dans leurs connaissances en faisant intervenir le sens, donc le vocabulaire, la morphologie, donc la forme des mots, les petits mots dans les grands mots, les affixes dont certains sont audibles, alors que d'autres ne peuvent être travaillés qu'à l'écrit car ils sont muets. Et bien sûr, l'étymologie, pour aider à faire des associations entre l'orthographe des mots, pour enseigner les régularités et les irrégularités à partir des règles et du langage oral. Il faut remplir les trous dans leur gâteau à étage en maximisant les liens entre la lecture et l'écriture, c'est-à-dire faire la correspondance lettre, son, sens. Mais d'abord et avant tout, ce qu'il faut faire, c'est répertorier les savoirs de chaque élève en tenant compte de ce qui est maîtrisé et de ce qui ne l'est pas. Il est essentiel de trouver des patrons d'erreurs en analysant les types d'erreurs commises pour planifier de manière systématique et progressive pour ajuster le tir sur plusieurs patrons d'erreurs à la fois lorsque nous savons reconnaître ce qui peut être regroupé et ce qui doit être repris de manière distincte afin de faire progresser l'apprenant de l'étape d'apprendre à lire à celle de lire pour apprendre. Mythe numéro 6. Certains sont d'avis qu'en attendant des directives plus précises, il est toujours utile d'évaluer la lecture avec la série GB+ de Chenelière. Il y a toujours eu lieu d'évaluer le rendement en lecture à partir des 3 composantes suivantes. Le décodage, soit l'association lettres-sons, la compréhension des textes lus une fois qu'on a décodé et non deviner à partir de l'image ou d'un mot semblable, et l'affluence en lecture comme finalité d'objectif et non pas comme une compétence qui peut être atteinte à 100% avant d'avoir franchi le stade de lecteur confirmé. Pour en savoir plus long, inscrivez-vous au webinaire gratuit qui aura lieu le 14 avril 2023 à l'heure du dîner pour en apprendre plus sur l'évaluation du rendement à l'ère post-GB+. Ce webinaire gratuit sera disponible en rediffusion pour convenir aux horaires variés du personnel enseignant dans les différents conseils scolaires. Et dans les différentes provinces.
Même si nous savons que les niveaux alphabétiques n'auraient jamais dû être utilisés pour décrire la réussite de l'élève, peu importe la langue, rappelons qu'il n'y a pas lieu de faire un feu de camp avec les livres, car les livres n'ont jamais posé de problème. Alors, classez-les par thème et utilisez-les comme tout autre livre qui peut intéresser l'élève. Posez-vous les questions suivantes pour savoir si le livre peut servir lors d'une tâche évaluative. Sur le code ou les correspondances GP, leçons. Question 1. Ai-je enseigné toutes les correspondances leçons ou graphophonémiques qui se trouvent dans ce livre? Les élèves les maîtrisent-ils? Et au niveau de la compréhension, question 2. Les élèves comprennent-ils à l'oral les mots qui sont présentés dans ce livre? Il n'y a pas lieu de présenter de nouveaux mots lors d'une évaluation. Comme toujours, un pré-enseignement, des mots de vocabulaire s'impose. Il faut préparer son lecteur aux mots qu'il rencontrera dans le livre, peu importe le type de tâche, formative ou sommative. Et question 3. Les structures de phrases, les expressions et le langage imagé ou au sens figuré sont-ils connus? L'élève qui n'a jamais entendu une expression, une phrase ou une structure syntaxique peu usuelle, comme « je peins », « il retint l'information », aura du mal à se faire une image de ce qui arrive, ce qui affectera sa compréhension. Mythe numéro 5. Le nombre de mots lus correctement par minute est un indicateur de la réussite important à mesurer. En réalité, non seulement ce n'est pas important, mais c'est inutile. Méfiez-vous d'outils publiés sur les sites réputés qui proposent des normes cueillies dans une langue autre que le français, sur une population qui ne ressemble pas à la nôtre ou dont les normes sont quasi identiques à celles publiées dans la langue d'origine. Pour ça, il faut être détective et partir à l'enquête. Ça se fait en consultant les publications originales et les outils disponibles dans les deux langues. C'est la règle d'or d'ailleurs dans l'interprétation des résultats, car il est contre-indiqué de tenter d'appliquer des normes établies ailleurs. Dans le cas de ce tableau, on ne peut pas savoir s'il s'agit de mots enchaînés en lecture dans des phrases, d'une série de pseudo-mots ou de mots connus plus faciles à automatiser. Nous n'avons aucune idée de la longueur des mots utilisés. Tous ces facteurs influenceront le temps de lecture et se fier à un chiffre arbitraire, même lorsqu'étalonné sur une population scolaire semblable, risque de vous donner un faux sentiment de mesure de la réussite de l'élève. Par conséquent, il pourrait vous arriver ou nous arriver de sous-estimer ou surestimer la réussite de l'élève à partir de cet indicateur à lui seul. La fluence ou la fluidité peut être définie comme une lecture raisonnablement précise, à un rythme naturel, avec une intonation appropriée qui mène à une compréhension précise et profonde. Pour citer Mortimer Adler, personne ne se soucie de savoir à quelle vitesse vous lisez ou combien de livres vous avez lus l'année dernière. En réalité, ce qui compte, c'est ce que vous comprenez et retenez après avoir lu. Alexandrie vous a préparé une brève vidéo pour mieux vous expliquer les facteurs qui interagissent au fil du temps pour améliorer l'affluence du lecteur. Il s'agit d'un objectif final et non pas d'un élément qui est atteint une fois pour toutes. Plus les textes se complexifient et plus les attentes s'élèvent, plus l'élève sera confronté à des mots nouveaux ou moins communs, ce qui affectera sa fluence. Le taux de fluence peut nous renseigner sur ce qui est à travailler. Une fois que l'élève peut décoder, les stratégies gagnantes pour améliorer la fluence ou la fluidité se travaillent à l'oral d'abord. Lorsque le lecteur est confronté à des mots de niveau 2 ou 3, par exemple, moins le lecteur risque d'être fluent, alors qu'il peut avoir été très fluent le jour même ou le jour précédent sur un texte plus facile ou plus accessible. Une belle ressource pédagogique préparée par Chantal Maillé-Crittenden à la suite d'une recherche-action avec Annabelle Bouchard vous permettra de mieux comprendre les nuances dans les différents niveaux de vocabulaire, soit 1, 2 ou 3. Mythe numéro 4. Les livres décodables sont monotones. La désaffection des adultes pour les livres décodables ne respecte pas le besoin de l'enfant d'exercer ses compétences.
Les enfants veulent être des lecteurs autonomes et sont ravis lorsqu'ils peuvent appliquer ce qu'ils savent. Quoique les lecteurs confirmés ne choisiront probablement pas des livres décodables comme source de divertissement, les apprenants, eux, ne partagent pas cette idée de monotonie ou de simplicité avec l'impression que les plus vieux ou même les adultes peuvent avoir de ces livres. Les enfants aiment démontrer ce qu'ils savent faire. Et pour démontrer leur compétence en lecture, il leur faut des livres décodables. À ce stade, c'est le fait de pouvoir lire qui les incitera à vouloir lire davantage. Quiconque croit le mythe que les livres décodables sont ennuyants n'ont jamais lu l'histoire de Nébulo qui pise sur une pelure de banane, Mila qui vomit, Babou la baleine qui a pété au fond de l'eau ou de Philo qui pue le caca. Il y a même une trame narrative à cette série. Qui dit qu'il est interdit de rire en apprenant? Les livres décodables sont des outils qui permettent d'appliquer et de pratiquer les correspondances lettres-sons qu'un élève est en train d'apprendre. Ils sont plus utiles après l'enseignement des correspondances lettres-sons et sont utilisés en suivant une progression des apprentissages. Alors, dès demain, classez vos livres GB+, par thème et cessez de retenir les élèves à ces niveaux fictifs. Utilisez ces livres pour des moments de découverte comme on le ferait avec un livre de bibliothèque habituel. Vous pouvez télécharger gratuitement des outils qui vous permettent d'intégrer des livres décodables à vos activités pédagogiques et de le faire très simplement en un tour de bras. Mythe numéro 3. Il suffit d'aimer lire et le tour est joué. Il n'existe aucune stratégie de compréhension suffisamment puissante pour compenser une incapacité à lire les mots. Nous savons aussi que s'il n'y a pas de préenseignement du vocabulaire présenté dans le livre, les élèves ne peuvent pas se faire une image ou une idée de ce qu'ils lisent. Les deux volets sont importants. Il faut enseigner le code et enseigner le vocabulaire oral, comme la corde de Scarborough. Donc, il suffit de savoir exploiter les différents types de livres à différents moments pour soutenir les deux brins de la corde, soit les habiletés de compréhension du langage oral et les habiletés phonologiques, phonémiques et de décodage qui permettront de faire lever les mots sur la page pour l'élève. Donc, en réalité, apprendre à lire, ce n'est pas comme apprendre à parler. Nul ne conteste l'importance d'exposer l'enfant à des expériences riches et authentiques en lecture. Mais le simple fait d'aimer lire ne suffit pas en soi pour que l'élève apprenne à déchiffrer le code comme par osmose. Tout comme il ne suffit pas d'écrire beaucoup pour apprendre à écrire et maîtriser l'orthographe, ou encore de lire beaucoup pour maîtriser ces mêmes règles. Rien ne remplace la nécessité de dispenser un enseignement explicite. Le code est complexe. La langue ne paraît pas toujours logique, mais son enseignement peut l'être. Un taux de déchiffrabilité d'environ 75% est requis pour que l'élève étende ses connaissances aux 25% de mots moins faciles à déchiffrer ou pour lesquels il ne connaîtrait pas encore le code. C'est le fait de pouvoir lire, le sentiment de réussite, plus que l'intérêt ou l'affection pour la lecture, qui motivera l'élève à poursuivre ses apprentissages. Alors, en exposant l'élève à des livres qu'il peut lire, il deviendra plus confiant et exercera ses nouvelles connaissances, ce qui le motivera davantage à lire. Lorsqu'il exprimera le désir de lire d'autres types de livres, même s'il ne peut pas décoder tous les mots dans ce livre, il ne faut jamais le décourager de s'y adonner. Alors, laissez-le aller et aidez-le à déchiffrer les mots qu'il ne connaîtrait peut-être pas. Et mythe numéro 2. On nous pose souvent cette question. Existe-t-il un programme de lecture dont l'efficacité a été appuyée par les recherches? La réponse est qu'il n'existe aucun programme de lecture qui, à lui seul, soit en mesure d'assurer des niveaux élevés de réussite en lecture pour tous les enfants. La science est un outil puissant. L'usage qu'on en fait dépend de l'homme, pas de l'outil. La différence, toute la différence, dépend des connaissances de l'enseignant et de la rétroaction corrective efficace fournie à l'élève. Dans ces programmes très prescriptifs, on obtient un faux sentiment d'accomplissement. On a rempli la grille, oui, mais on n'a pas pour autant mesuré la réussite de nos élèves.
Certains diront que c'est justement cette dépendance excessive sur des programmes de lecture tout cuits, par exemple EMS ou GB+, qui a nui au progrès des élèves. Après tout, si vous voulez que quelqu'un devienne un chef, il ne suffit pas tout simplement de lui remettre un livre de cuisine entre les mains et de lui dire de suivre une recette. La réponse n'est pas très satisfaisante. Il n'y a pas de pilule magique. Pour assurer la réussite de tous les élèves, les enseignants doivent être intentionnés dans leur approche de l'enseignement de la lecture et diagnostiques dans leur interprétation de ce que produit l'élève pour savoir fournir une rétroaction corrective efficace. Un seul programme ne peut pas être sensible aux besoins d'apprentissage de tout, mais un enseignement qui active ses compétences peut répondre aux besoins de tous ses élèves. Mythe numéro 1. La progression d'enseignement des correspondances graphèmes-phonèmes ou lettres-sons n'a pas d'importance pourvu qu'on suive un programme et qu'on s'en tienne avec rigueur. En réalité, il faut privilégier un enseignement explicite et systématique qui se construit progressivement, une compétence à la fois, comme un gâteau à plusieurs étages. Il faut aussi privilégier une approche qui favorise ce qui est simple, constant, acontextuel, donc qui ne dépend pas du contexte, comme le c'est dur, c'est doux, j'ai doux, avant ce qui est plus complexe, ce qui varie ou qui dépend du contexte. Se mettre à la place de l'apprenant ou de l'apprenante est essentiel à son succès. À l'heure actuelle, les 22 progressions des apprentissages qui ont été recensées ont priorisé la fréquence des lettres ou des graphèmes dans la langue écrite comme étant le facteur le plus important à suivre en enseignant aux jeunes apprenants à lire. Au départ, nous cherchions vraiment à éviter de devoir créer un tel outil. Mais AlphaGraph a vu le jour. Et bien que la fréquence soit l'un des éléments à considérer lors de l'enseignement des compétences en littératie, il n'est surtout pas le seul et définitivement pas le plus important. Les recherches soutiennent qu'il faut enseigner le nom et le son de la lettre. Et avec un alphabet de 26 lettres, qui peut être combiné d'environ 130 façons différentes pour produire 36 sons en français, sans compter les lettres muettes, la base, c'est de pouvoir nommer les lettres pour s'y référer lors de l'enseignement des graphèmes plus complexes. Ajoutons à ça le transfert langagier qui s'impose dans plusieurs de nos milieux, avec les 250 possibilités de combiner les mêmes 26 lettres de l'alphabet en anglais. C'est une recette pour une bouillie de chat si on procède à un enseignement qui ne sait pas maximiser les associations entre toutes les langues de l'apprenant lorsqu'elles partagent des éléments communs. Donc, AlphaGraph propose une progression des apprentissages du principe alphabétique qui simplifie l'enseignement du code et qui n'est pas axé sur la fréquence du graphème dans la langue, mais bien sur la facilité d'apprentissage et d'enseignement vue de la perspective de l'élève, y compris l'apprenant de la langue. L'alphabet mnémonique imagé suit les critères scientifiques sur le plan de respecter la forme de la lettre, la transparence du mot cible, qui doit prendre la forme de la lettre et pour laquelle le son que fait la lettre doit être présent dans le nom de la lettre, dans la mesure du possible. Donc, le son « e » n'est jamais écrit avec la lettre « e » en début de mot. Pensons à « œuf » ou « œil ». Donc, dans certains cas, il a fallu choisir un mot qui représente le son le plus souvent entendu par la lettre. Et dans ce cas, c'est le son « est ». Mais oui, on va enseigner les petits mots outils qui finissent par « e », comme le « le », « me », « ne », « te », « ce ». Donc alors, comment pouvez-vous, dès demain, intégrer des principes de la science de la littératie à votre pédagogie? Suivez une progression des apprentissages, comme AlphaGraph, qui vous donne la flexibilité de modifier la séquence pourvu que vos lecteurs soient bien soutenus. Préparez votre lecteur au code et au contenu. La compréhension de la langue est aussi importante que le décodage. Plus les élèves reçoivent un enseignement explicite sur les connaissances de base, plus ils peuvent apporter des connaissances préalables et de vocabulaire au texte qu'ils lisent. Remplacez les grilles d'évaluation GB+, en évaluant le décodage, la compréhension et la fluidité, en ajustant vos attentes pour refléter les connaissances du lecteur
et son niveau d'exposition à la langue. Il y a plus d'une route qui mènera à Rome. Il y a plus d'une façon d'enseigner à lire, mais ça doit passer par l'enseignement explicite du code. Alors, privilégiez alors du matériel qui explique le raisonnement. Même si vous sautez avec ces renseignements, knowledge is power. Vous ne voudrez peut-être pas tout lire, mais vous ne pouvez pas continuer à vous fier à des programmes parce que X ou Y a dit que. Fiez-vous à votre intuition et remettez en question. C'est ça, agir à la manière de la science. Vous avez toutes les raisons scientifiques de suivre une telle progression. Mais si vous désirez ne pas les lire, alors vous saurez que vous êtes entre bonnes mains en suivant une progression comme AlphaGraph. Et surprise, nous aimerions démystifier ce mythe Bonnie. La Commission ontarienne des droits de la personne a négligé d'inclure des compétences essentielles à la lecture comme la compréhension, le langage oral, le vocabulaire, entre autres. Dans la synthèse du rapport, à la page 11, on lit. Or, la capacité de lire les mots n'est pas le seul aspect de la littératie. La pleine compréhension des mots lus et des phrases dans lesquelles ils figurent est également importante. Les approches exhaustives de développement de la littératie au primaire reconnaissent l'importance de l'apprentissage des compétences en lecture des mots, du langage oral, du vocabulaire, des connaissances et de l'écriture. Donc, en réalité, la Commission ontarienne des droits de la personne a reconnu que des pratiques pédagogiques ciblant la compréhension, l'inférence, le vocabulaire, entre autres, ainsi que la contribution des habiletés langagières orales comme fondement essentiel à la littératie et que ça fait partie du développement à travailler. L'enquête s'est attardée aux compétences en lecture des mots et aux compétences de base, car c'est en fait ce qui a été ignoré pendant 2 générations dans presque tous les systèmes scolaires nord-américains. Mais contrairement à ce qui peut avoir été véhiculé comme message, il n'y a pas eu d'enseignement systématique présenté dans les curriculums de l'Ontario. Heureusement, le MEO est en train d'ajuster le tir. Or, une minorité, mais certains, a pris plaisir à imaginer que la Commission ontarienne des droits de la personne avait ignoré ces aspects. Des gens ont réagi. Vous pouvez en lire plus long en français en suivant le lien que vous avez là, ou en anglais en suivant ce lien. Mais pour vous faciliter la tâche, nous vous présentons un tableau comparatif des recommandations de la Commission ontarienne des droits de la personne, indiquant les gens responsables d'implanter les recommandations et des éléments à éliminer de nos pratiques pédagogiques afin de respecter le droit que tous les enfants ont à un enseignement explicite leur permettant d'accéder au code. Lire est maintenant reconnu comme un déterminant de la santé. Si lire est un droit, alors enseigner en français ne devrait pas être un fardeau de surplus pour nos enseignantes et nos enseignants. Vous méritez, à tout le moins, d'avoir accès à du matériel axé sur la science. Donc, pour la suite, AlphaGraph 2, phase 2, inclura une progression des apprentissages qui inclura les graphèmes complexes, des règles lexicales, des règles grammaticales, la morphologie, avec des attentes adaptées au niveau scolaire en fonction de la réussite d'élèves en Ontario en situation minoritaire, basée sur une recherche qui a eu lieu pendant quelques années. Donc, un webinaire qui a eu lieu hier, servant à présenter les fondements d'AlphaGraph en grand détail, a réuni plus de 400 participants de l'Est à l'Ouest au Nord canadien. Vous pourrez bientôt y accéder gratuitement à partir du site web de idaontario.com si cela vous intéresse. Puis, le lien sera partagé sur la page Facebook que vous voyez devant vous, dans le groupe Ortho Formation SLP et sur le site de l'Association internationale de dyslexie Ontario. Donc, vous faites du mieux que vous ne le pouvez jusqu'à ce que vous soyez mieux renseigné. Et lorsque vous en aurez appris davantage, vous pourrez mieux faire. Même Chenelière a reconnu que les niveaux ne sont pas utiles, qu'ils ne l'ont jamais été. Donc, ils ont retiré les critères descriptifs de leur site et se sont engagés à retirer les cotes de leur collection. Dans le document qui vous a été partagé, vous avez accès à des webinaires, des livres, des balados et des vidéos qui sont gratuits, des groupes auxquels vous pouvez adhérer pour continuer à étendre vos connaissances, des références supplémentaires pour appuyer tout ce qui a été présenté. Alors, merci
à vous toutes et tous qui êtes aussi engagés à la réussite de l'élève. Maintenant que vous avez un meilleur aperçu des pratiques pédagogiques à délaisser et de celles à intégrer à votre enseignement, allez-y. Il y a toute une génération de lecteurs qui comptent sur vous. Merci. Miigwech.